Bonsoir et bienvenue à l'émission Horizon Ressources Naturelles. Nous en profitons pour vous présenter nos vœux le meilleur pour 2017. Vous qui avez cheminé avec nous, nous avons eu de temps forts au cours de l'année 2016 et Dieu qui est tout-puissant nous permettra de faire encore de grandes émissions au cours de cette année 2017. Et nous vous disons à tous et à toutes bonne année. Alors aujourd'hui nous commençons une première émission de cette année, une émission qui va faire un état des lieux sur le secteur minier congolais. Un secteur qui a été moteur du développement de la RDC, un secteur dit fleuron de l'économie, mais aujourd'hui le secteur minier est au centre de beaucoup d'interrogations. Les gens s'interrogent, surtout quand ils apprennent que, par exemple, l'année 2015, la RDC a sorti plus d'1 million de tonnes de cuivre et qu'il y a tout le temps autant de tonnes de produits appelés des 3T où il y a l'étain, la cassiterite, le tungstène, le wolframite, tous ces produits qui sortent du pays et aussi tant d'autres comme l'or, le diamant, mais les Congolais voient que leur situation ne s'améliore pas toujours. Nous en parlons dans cette émission avec un expert, un grand économiste et aussi celui qui est trop lié aux problèmes ou aux questions du développement, c'est M. Jean-François Arménien. Bonsoir. Bonsoir. Voilà. Qu'est-ce qui fait que, jusqu'à ce jour, les Congolais ne sont pas en mesure de vivre ou de tirer grand profit de l'exploitation minière en RDC? Un des éléments, je dirais, aujourd'hui importants, c'est de définir quelle est la stratégie, on pourrait dire géopolitique, s'il y a géopolitique dans la stratégie minière, de la RDC, en matière du développement de ces ressources naturelles qui ne sont pas toujours forcément le cuivre, le cobalt, et on vous parliez tout à l'heure de la cassitérite et du coltan ou de l'or. Donc c'est de définir cette stratégie. Quand une stratégie est mise en place, il faut qu'il y ait des gens qui viennent l'exécuter. Une des, je pense à mon avis, des lacunes, même s'il y a eu des stratégies définies déjà depuis plusieurs années, il n'y a pas eu de la mise en place d'un programme d'exécution de cette stratégie. Même si aujourd'hui, il y a des structures comme Promine qui s'occupent, donc il y a peut-être cette vocation, mais on ne voit pas les conséquences aujourd'hui sur les résultats dans le fonctionnement des entreprises. Il y a la CAMI, il y a Prodip, il y a Promine, il y a Sescam, il y a des structures aujourd'hui qui existent. Mais on a l'impression aujourd'hui que toutes ces structures travaillent individuellement. Elles font, excusez-moi le terme, leur petit business. Mais il n'y a pas réellement un consensus, comme on pourrait dire. On est dans une période... Non, mais la plupart sont soit des établissements du ministère des Mines ou des services du ministère des Mines. Ce sont des structures qui travaillent selon une certaine ligne de conduite. Et je me rappelle, en 2011, le ministère des Mines avait lancé un plan quinquennal du développement pour le secteur minier. C'est qu'il y a une ligne, il y a des directives et ça fonctionne ainsi. Oui, il y a des lignes aujourd'hui, mais je dis il n'y a pas... Les codes miniers étant aussi en exécution, donc ces structures ne peuvent que dépendre de la loi minière en place. Non, il y a, vous parliez aujourd'hui du développement minier, d'accord? Le développement minier, il a 2 ou même 3 composantes. Il a l'extraction, il a la transformation primaire et la transformation finale. Aujourd'hui, quand je parle de stratégie en RDC, stratégie minière, c'est qu'on a prévu ces étapes-là. Un des éléments que je soulève toujours, il n'y a pas de stratégie minière industrielle en RDC. C'est le point le plus important. S'il y avait stratégie minière qui amène le pays à faire les transformations de ces métaux, de ces minerais, de ces minéraux, il y aurait création d'emplois, il y aurait dynamisme des entreprises. Il y aurait même d'autres types d'entreprises qui viendraient pour faire de la métallurgie, qui viendraient faire de la chimie. Pas forcément de l'extraction, je l'ai toujours dit. L'extraction, les Congolais sont capables de faire l'extraction. D'autres métaux, l'antimoine, la galène, l'or, etc., la wolframite, il y a plein de métaux. Le sol congolais regorge de métaux, de minerais, de minéraux. Mais aujourd'hui, on est toujours sur les mêmes, je dirais, les mêmes bases. Et ces bases-là, aujourd'hui, on s'est aperçu qu'elles ne sont pas, comme elles ont été apportées
sur le marché mondial en tant que ressources n'ont pas été apportées dans une stratégie industrielle. Elles ont été amenées dans une stratégie des acheteurs de métaux internationaux. Et ça dépend, parce que si au niveau local, on n'a pas des usines pour transformer jusqu'à avoir des produits finis ou faire une transformation finale, oui, on ne peut que vendre des produits qui sont semi-transformés. En fait, ça dépend des intérêts. Mais si vous voulez transformer jusqu'au produit fini et que vous n'avez pas l'énergie, que vous n'avez pas des usines qu'il faut, vous ouvrez le marché, je veux dire l'ouvrir, par la stratégie, comme je vous ai dit, qui doit être mise en place en RDC, à faire venir des gens qui sont des métallurgistes, oui, pas des sociétés qui vont faire de l'extraction, des métallurgistes. Les métallurgistes eux-mêmes, quand ils vont s'installer, ils vont savoir développer ce que vous appelez la classe moyenne des sociétés minières congolaises appartenant aux Congolais qui vont faire de l'extraction. Ils n'ont pas besoin, pour faire l'extraction, vous n'avez pas besoin de technologie, vous n'avez pas besoin de grandes capacités financières. Donc, c'est une ressource qui permet d'améliorer, soit à travers les coopératives, je dis toujours les sociétés coopératives, qui sont des petites entreprises dans lesquelles il faut revoir aussi le fonctionnement de tout ça. Parce que c'est ça la stratégie minière du pays, c'est de revoir aussi aujourd'hui pourquoi, je dirais, les activités artisanales ne se sont pas développées, n'ont pas amélioré la classe moyenne, n'ont pas amené une émergence de sociétés qui auraient pu évoluer dans le domaine, j'allais dire, de devenir des petites entreprises ou des PME ou des PMI. Aujourd'hui, ce sont essentiellement les négociants, les bureaux d'achat, les négociants, les comptoirs, qui sont tenus par les étrangers, qui font le bénéfice et qui améliorent leur classe moyenne à eux, à leurs activités commerciales. Première opération. On a fait des structures coopératives ASBL, associations sans but lucratif, à qui on a donné, entre guillemets, la possibilité d'avoir ou d'exploiter des titres, d'accord, dans lesquels les gens ne sont pas salariés de ces structures, ce sont des travailleurs indépendants, que quand ils ont un produit qu'ils ont extrait du sol, ils ne le vendent pas à la coopérative, même si les gens le disent qu'ils le vendent, c'est faux. Ils vont le vendre aux négociants, c'est pour ça qu'il y a plein de négociants, de bureaux d'achat, de comptoirs, parce que la coopérative n'a pas d'argent, c'est une ASBL. Donc pour ça je dis dans la stratégie, quand on met une stratégie minière, on se pose toutes ces questions-là, et on se dit maintenant, qu'est-ce qu'on met comme programme? Eh bien, un des premiers programmes aujourd'hui, c'est de remettre en place, de se poser la question et de dire comment on structure la coopérative, c'est simple pourtant, il faut la structurer en société coopérative minière, SARL, qui va permettre d'être une entreprise gérée avec des compétences dans lesquelles que la mise en place de ces structures va permettre d'intégrer dans ces structures qui sont des coopératives ASBL et qui n'ont pas de géologues, pas de techniciens, pas de comptables, rien. Il n'y a rien dans ces coopératives. Il n'y a que des creuseurs artisanaux qui travaillent pour eux-mêmes. Il n'y a pas de protection sociale. Comment on peut agréer une coopérative qui n'a pas des capacités financières pour faire son travail? C'est pas normal. Non, justement, c'est un ASBL. Mais elle doit être en mesure d'avoir des moyens. Et parce qu'à Lumbashi, même le ministre des Mines, Martin Kabolilo, a encouragé les gens à créer des coopératives. Et il a eu à donner autant de documents pour agréer les coopératives parce qu'il voulait que tous les artisanaux se regroupent au sein des coopératives pour que non seulement ils soient contrôlés, mais qu'ils soient pris en charge de bonne manière, avec l'appui aussi de CESCAM, pour que l'exploitation artisanale aboutisse effectivement à cet objectif qui est l'émergence de la classe moyenne. Le résultat, il est où? Négatif. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y a plein de coopératives, il y a plus de 400 coopératives aujourd'hui, dont plus de la moitié ne fonctionnent pas parce qu'ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de fonds. Ils n'ont pas accès à des fonds, c'est des ASBL. Ce sont des gens qui ont triché, qui n'ont pas dit la vérité. Parce que quand vous n'avez pas de fonds, et quand vous montez votre dossier que vous présentez, vous avez autant en banque, mais sur le plan réel, vous n'avez rien, c'est que vous êtes des tricheurs. Oui, si vous regardez, si CESCAM aujourd'hui veut sortir, si on va analyser le rôle de CESCAM, quand les gens, on leur attribue des ZEA par exemple, parce qu'une coopérative, juste une petite remarque, elle n'est pas obligée de travailler forcément sur une ZEA. Une coopérative aujourd'hui, si elle était structurée en société coopérative, elle peut travailler sur un PR d'une société qui a, mettons, des titres miniers, mais sur lesquels
il n'y a pas eu de vraies études. Donc la coopérative, elle peut être aussi un élément d'investigation. Pour faire la prospection. Pour faire de la prospection, pour analyser. Une coopérative peut travailler jusqu'à une trentaine de mètres, 31 mètres si on applique la loi, de profondeur. Donc ça permet déjà de dégager des résultats géologiques qui permettent de dire comment est constituée, ou quelles sont à peu près la situation géologique, pas forcément les réserves, mais la situation géologique, la position des failles, la position du gisement sur un carré minier. Donc elle peut travailler, la coopérative SARL, comme je dis. Oublions pour le moment la coopérative ASBL. La coopérative ASBL, si vous voulez, on pourra en parler après. C'est un rôle qui rentre à la société civile. Ce n'est pas un rôle du ministère de s'occuper des ASBL. Moi, je ne comprends toujours pas aujourd'hui pourquoi les ASBL, coopératives minières ASBL, sont gérées par un ministre des Mines. La coopérative ASBL, quand elle a été créée, elle était là pour encadrer les creuseurs. Encadrer les creuseurs, ça ne veut pas dire les faire travailler. Ça veut dire leur amener aussi des éléments, pour ça je vais venir à la société civile, des éléments de vie, des éléments de qualité de vie de eux et de leur famille. C'est ça encadrer les creuseurs, qui étaient tous des travailleurs indépendants. Le statut d'un creuseur, même aujourd'hui, c'est un statut de travailleur indépendant. Il ne paye pas il n'a pas de bulletin de salaire, il ne paye pas d'INSS, il ne paye pas d'impôt sur le revenu. Donc il n'est pas dans ce système. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui on a mélangé les choses. C'est pour ça que je dis qu'il faut redéfinir la stratégie du départ, la stratégie extractive des creuseurs, et après il y a aussi des industriels. Donc je reviens là-dessus pour dire que le mettre en place, l'encadrement de la coopérative ASBL, c'est un encadrement qui permet d'améliorer le social de l'endroit où il y a la concession. Ce social-là ne peut être géré. L'État n'a pas d'argent pour aider ces coopératives à mettre un point d'eau, à mettre des trucs. Qui peut le faire? Et la coopérative étant une ASBL, elle est membre de l'organisation de la société civile. Les ASBL sont des membres de la société civile. Et donc il faut former ces ASBL, membres de la société civile. C'est des actions qui sont entreprises et qui vont être entreprises maintenant avec l'appui des institutions comme la MONUSCO, l'Union européenne, la CTB, etc., pour pouvoir aider ces coopératives à avoir des chefs de projet qui vont préparer les projets, traitement de l'eau, électricité, éducation, santé, qui sont des éléments moteurs de vie des creuseurs ils sont creuseurs dans la SBL en tant que membres. Pour avoir le droit de travailler, on leur demande d'avoir une carte, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Si vous faites le tour de tous les, j'allais dire de 1,5 million de creuseurs qui sont en RDC, d'accord? Est-ce qu'il y a 1,5 million de creuseurs qui ont une carte de creuseur? Non. Bon, mais ça dépend aussi de ceux qui encadrent les creuseurs, les escames, ou certains chefs de division, par rapport au fait que si quelqu'un qui est dans un site minier, sans carte, ne peut pas faire son travail. Non, il y a eu des études qui ont été faites. Aujourd'hui, les creuseurs n'ont pas de carte de creuseur. Vous pouvez faire le tour, vous pouvez aller les voir, il n'y en a pas. Pour ça, je vous disais tout à l'heure, la définition de la stratégie minière, elle va impliquer qu'on va mettre en place un programme. Dans ce programme, il y a un élément important, la refonte de Promine. Qu'est-ce que Promine doit apporter au secteur développement? D'accord? Le développement, la refonte de SESCAM. Qu'est-ce que SESCAM doit apporter? Et SESCAM donne des ZEA, d'accord? Et ça, c'est, comme je dis, c'est l'erreur de SESCAM, parce que SESCAM donne des indications au ministre national des Mines en disant attribuer cette ZEA à cette coopérative. Mais SESCAM ne sait même pas ce qu'il y a dans cette zone. Actuellement, il y a un projet, voilà. De faire aussi le rôle des prospecteurs, pour connaître ce qui... C'est le rôle du ministère des Mines. Vous voyez, vous revenez à ce que je dis tout à l'heure, rôle du ministère des Mines. Et maintenant, dans le cadre de l'évolution, il y a la partie métallurgique, transformation. Si vous voulez vraiment avancer, d'accord, il faut impérativement que cette activité de transformation primaire, ça veut dire concentrée, etc., soit donnée, soit à la charge, pas du ministère des Mines. Le ministère des Mines, il a une vocation, c'est de savoir où sont les gisements, quelles sont les réserves, etc. Il faut que ce qui est la métallurgie, faire venir des investisseurs, qui eux sont les seuls créateurs d'emplois. Il n'y a que l'industrie qui est créateur d'emplois. Oui, mais attendez un peu, s'il vous plaît, le rôle dont vous parlez, le ministère des Mines
est en train de mettre en place un service géologique qui pourrait s'occuper de la recherche minière pour établir, comme le faisait ou le fait le CRGM, donc un service qui peut, à travers le pays, faire la prospection, déterminer les différents gisements, et les gisements qui sont inférés, ou il y a les gisements qui sont probables. Ça, c'est un rôle d'un service qui peut travailler avec le ministère des Mines. Absolument. Mais le ministère des Mines en lui-même a la vision de tous les secteurs miniers contrôlés, être là selon le code minier. Oui, mais je vous réponds. Le ministère des Mines, aujourd'hui, dans sa stratégie, n'a pas une stratégie minière qui va vers l'industrialisation. Vous voulez dire quoi exactement? L'industrialisation, c'est quand vous sortez des minerais, des minéraux ou des métaux directement comme l'or du sol, et c'est dans lequel vous allez à une phase de transformation finale ou semi-finale. Il y a des mesures qui ont été prises, je me rappelle depuis 2007, même par le ministre des Mines actuel, le ministre Martin Kaboulou, qui interdisent à certaines entreprises de ne plus sortir les minerais à l'état brut. Ça signifie que ces minerais doivent être transformés d'abord, même en primaire, localement. C'est que peut-être qu'il faut que ces mesures évoluent pour dire qu'il n'y a plus question de sortir déconcentré et que tout doit être transformé jusqu'au cathode. Même le cathode, ce n'est pas encore des produits finis. Ça. Voilà. Alors, on va prendre l'exemple du cuivre qui sort toujours sous forme de concentré. Motif, on n'a pas d'électricité. C'est ce qu'on va rétorquer. C'est un faux problème. Quand vous êtes un métallurgiste, et là je reviens dessus, quand vous faites votre étude de faisabilité, vous savez que vous êtes dans un pays où il n'y a pas d'électricité, où il y a du délestage, etc. Vous prévoyez votre unité. Quand les sociétés à l'époque, j'allais dire il y a 50 ans en arrière, sont venues installer des activités minières, elles ont toutes construit des centrales hydroélectriques. Est-ce qu'aujourd'hui, TFM, KCC, MOMI ont construit leur production d'électricité? Pas du tout. Ils comptent sur le réseau où on dit on va aller se connecter au réseau à l'étranger pour avoir des ressources énergétiques. Donc ça, c'est déjà un élément, j'allais dire, important. Mais pour revenir aux côtés de la métallurgie. C'est une obligation que chaque entreprise qui a un projet en RDC ait à l'esprit comment créer sa source d'énergie. Absolument. Absolument. Maintenant, je reviens à ce que vous avez dit aux unités de transformation, on n'a pas le droit. Aujourd'hui, j'allais dire, c'est un leurre, si vous voulez. Quand les creuseurs sortent le coltan du sol ou la cassétierite du sol, le produit tel qu'il sort du sol, à part avoir été lavé et un peu nettoyé, il sort dans cet état-là. L'histoire des unités de traitement catégorie A et B pour exporter le produit, c'est un leurre, c'est faux. Le produit tel qui sort aujourd'hui du sol, il est exporté sous la même sol. La seule chose qui change, c'est que le creuseur a sorti du sol de la cassitérite ou du coltan, et que quand il va sortir du pays, il va sortir au nom avec une appellation d'étain et de tantale. Donc, il n'y a pas d'unité de traitement aujourd'hui. On estime un certain seuil de pourcentage en teneur. On dit que bon, pour que les produits sortent, il faut qu'ils soient soit en fonction du client. En fonction du client. Ah bon? Ouais, s'il y a un client qui a une unité, qui sait transformer le coltan, parce que ça c'est des questions de coût, mais il peut y avoir demain un client qui dit, moi je prends du coltan dans lequel il y a 22% de tantale et 30% de nobium parce qu'il a sa stratégie, etc. et qui récupère aussi le nobium qui est dedans. Donc ça, ce sont des éléments importants. Mais aujourd'hui, je considère, c'est pour ça que je vous dis, il n'y a pas de stratégie métallurgique. S'il y avait une stratégie métallurgique, on sortirait du pays du vrai tantale. Mais ça, c'est de la chimie, c'est de la métallurgie, de la chimie. Il n'y a pas ça. On laisse faire ça à l'étranger. Donc, en vérité, il n'y a pas d'unité de transformation. Vous parliez d'étroité, il n'y a pas d'unité de transformation. Tel que le creuseur a sorti son produit, il est lavé, il est un peu, je dirais, séché, etc. Et puis il sort dans le même état. Donc, il n'y a pas d'unité de traitement. Quand une société paye des taxes pour l'unité de traitement, en vérité, c'est juste, on prend le produit, on le nettoie, on le retague et on le ressort. Donc, il n'y a pas. Il faut être réaliste. Je vous dis, il n'y a pas d'unité de transformation. Et qu'est-ce que vous proposez là-dessus? Parce que les unités de transformation existent, parce que l'État ait des moyens. Vous connaissez la situation dans laquelle l'État... On peut faire venir aujourd'hui en RDC des métallurgistes qui vont transformer directement le coltan en tantale ou en nobium, etc. Mais quand ces gens veulent venir,
ces gens-là. Ils savent qu'en RDC, il faut, avant de faire cette activité, il faut avoir des titres miniers. Alors ils ne viennent pas. C'est comme pour faire du bronze ou du laiton. Les métallurgistes qui font du bronze et du laiton voudraient venir en RDC, puisque les matières premières sont là. Mais on leur demande d'être des miniers. Ils ne sont pas des miniers, ils sont des métallurgistes. C'est ça le grand problème qu'il y a aujourd'hui. Et c'est pour ça que je vous dis, il n'y a pas une stratégie minière pour aller vers l'industrialisation qui va créer des emplois. Je vous dis, l'industrialisation demain, si elle se met en place, déjà, j'allais dire, les creuseurs, même ceux qui sont dans l'illégalité des matières premières, comme l'or. Mais demain, ils deviennent des salariés. Donc c'est des gens qui sont d'une façon informelle, puisque aujourd'hui, si vous allez à l'est du pays, vous regardez la dernière étude qui est sortie, qu'ont fait des organismes, des ONG américaines, sur la production de l'or du Burundi. Le Burundi n'a pas de mine d'or. Ils sont devenus un des plus grands fournisseurs d'or d'Afrique. C'est l'or qui sort du Maniema, du Kivu, du Tanganyika, etc., qui passe le lac Tanganyika et qui va de l'autre côté pour être transformé. Transformé, ça veut dire une opération métallurgique, qui va être affinée, qui va être filtrée, etc. Pourquoi en RDC nous n'avons pas de sociétés qui font qui prennent directement, qui achètent aux artisanaux donc l'or sous forme de pépites, de sable, sous forme de petits d'éléments de base, mais pas sous forme de produits finis. Il n'y en a pas. Ça serait même le rôle. Dans le temps, il y avait la Banque centrale qui avait une activité pour fabriquer. Aujourd'hui, on parle de relance économique, financière. Mais pourquoi on ne dit pas aujourd'hui que la RDC dit demain, allez les creuseurs. Nous, l'État, on vous achète l'or que vous produisez. Nous, on fabrique nos lingots, qui sont des assets qui permettent d'avoir du financement à l'international. C'est des garanties. Quelles sont les réserves d'or aujourd'hui, pour revenir, on évite un peu sur le problème, mais quelles sont aujourd'hui la capacité en réserve d'or qu'a la RDC pour pouvoir éventuellement aller sur des prêts internationaux? Mais qu'à cela ne tienne, il y a autant d'efforts qui sont fournis à gauche et à droite. Le CAMI est en train, avec le ministère des Mines, avec l'appui des Promines, de faire tout pour actualiser la carte géologique minière de la RDC. Oui, pour l'actualiser, je ne suis pas contre. J'ai vu des appels d'offres que fait Promine, tout ça, pour aller refaire des sondages pour les zones artisanales, etc. Ça, ce n'est pas un problème, c'est déjà un point positif, on va dire. Mais ce n'est pas que ça, je vous dis. Parce qu'aujourd'hui, même si on refait des petites missions telles que Promine l'envisage de le faire là, dans les mois à venir, ce sont toujours que des prospections qui sont faites par des gens superficiellement. La richesse de la RDC, elle n'est pas sur le sol, j'allais dire sur les 30 ou 40 ou 100 premiers mètres. La richesse minière dans un pays minier, elle peut être comme si on prend Kipushi, Kamoa, etc. Elle est à 300, 800, 1200, 1800 mètres. C'est ça. Si vous n'avez pas un système pour aller faire des sondages à cette profondeur, ce n'est pas les artisanaux qui vont aller faire des sondages. Ça, Yvan Noé, avec son projet des Kakula et même Kamoa, ils sont en train de faire exclusivement l'exploitation souterraine. Et ils trouvent que c'est la meilleure façon de bien protéger l'environnement parce qu'on extrait en dessous. On n'a pas trop dérangé ce qui est au-dessus du sol. Vous dites qu'il faut qu'on crée des structures métallurgiques ou qu'on ait des métallurgistes pour transformer localement les produits extraits du sous-sol congolais, mais on va le faire à travers quelle entreprise? Parce que les entreprises étatiques minières de la RDC sont presque toutes par terre. Comment on peut... S'il y avait une stratégie minière peut-être métallurgique, tel que moi je l'avais proposé depuis les années 2004. Vous avez proposé une stratégie minière? Oui, plusieurs fois déjà. Quels sont les points clés de votre stratégie? C'était de transformer la GECAMIN en société métallurgique. Mais l'été, mais qu'est-ce qu'on en a fait aujourd'hui? Tout, elle produisait même les câbles électriques. Et à ce moment-là, on aurait pu relancer une classe moyenne extractive qui allait amener des matières premières à une unité métallurgique. On aurait tout centré sur la métallurgie. Mais on ne peut pas aller dans je ne veux pas vous répondre à cette question, parce que le problème des chutes de ces entreprises, d'abord elles sont entrées dans un contexte particulier,
dans lequel elles étaient dans le cadre du ministère du portefeuille, de copyrep, il y avait des possibilités de vendre. On ne va pas raconter tout ce qui s'est passé dessus. Je crois que maintenant, il faut faire abstraction de ce qui s'est passé, les malversations qu'il y a eu, etc. Les joint ventures qui sont signés entre la GECAMINE et des sociétés qui sont dans des paradis fiscaux, dans lesquels on ne connaît même pas les actionnaires, on ne connaît même pas s'ils ont la capacité technique et financière. Oui, c'est ça le grand problème. Et là, ça a tué la GECAMINE. Justement, mais c'est parce que vous avez dit que vous avez, vous, une stratégie que vous êtes en train de proposer. Selon vos stratégies, quelle est l'issue? Quelle est vraiment la solution à apporter à une telle situation où il y a une paralysie presque totale de toutes ces entreprises, selon vous? Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Non, aujourd'hui, je vais vous répondre d'une façon, je ne peux pas vous donner la piste. Je ne connais pas la vraie situation de ces structures de l'État. Il y a des idées, bien sûr, il y a des idées. Mais dans la réalité, ça serait commettre une erreur si je vous dis qu'il y a des solutions. La seule solution que je peux vous dire, il faudrait vraiment les transformer en sociétés métallurgiques ou chimiques derrière pour vendre, pour fabriquer des produits ici, locaux ou dans la sous-région. Mais c'est plus compliqué que ça. Comment cela a échappé à la réforme que toutes ces entreprises ont subie? Parce qu'il y avait des décideurs qui n'ont pas voulu cette stratégie-là, qui sont restés dans une stratégie de vendre les titres miniers de la GECAMINE à des investisseurs étrangers. La GECAMINE n'aurait jamais dû donner ces titres. Elle aurait dû donner ces titres non pas à des gens qui vont faire de l'extraction, particulièrement on aurait pu les donner à des Congolais qui auraient pu faire l'extraction eux-mêmes, et la GECAMINE, ou si je prends même la Cominière qui est arrêtée. Mais comme la stratégie aujourd'hui, elle est de donner les titres à des gens qui vont exploiter, on va se dire la vérité, qui font de l'évasion fiscale, qui vont donner des commissions à l'étranger, etc. Il y a tout un système qui est derrière. Les gens gagnent l'argent à l'étranger. Donc on a donné, si je prends les titres miniers de Cominière, ils les ont bien donnés à des sociétés qui les exploitent aujourd'hui. Mais ces sociétés-là, aujourd'hui, donnent quelques petits, on va dire d'une façon officielle, quelques petites royalties à la Cominière, ce qui ne permet plus de se réveiller, elle continue de mourir. Mais la réalité de cette production, elle est vendue à l'étranger et les gens récupèrent les sous à l'étranger. C'est ça. Pour ça, je vous dis, c'est très difficile aujourd'hui de vous dire quel est l'état réel de ces sociétés. L'état réel aujourd'hui, c'est qu'il y a eu une stratégie de vendre les titres miniers ou de mettre en location les titres miniers de ces sociétés minières à des étrangers qui ont fait qui n'ont pas été suivis, même si aujourd'hui la GECAMINE, elle est actionnaire dans les structures minières comme toutes les grandes sociétés minières. La GECAMINE a 20, 30, 35% du capital, mais la GECAMINE est là juste pour prendre quelques royalties, mais la réalité des choses ne se déroule pas ici, la réalité des choses se trouve à l'étranger. Donc ça reste une grande équation, et vous avez aussi voulu parler de responsabilité sociétale des entreprises. Il y a autant d'entreprises en RDC, même certaines qui exploitent certains sites, mais on ne sent pas que ces entreprises soient vraiment impliquées dans l'amélioration des conditions de vie, même des communautés impactées par leur propre exploitation. Donc, c'est une question qui est posée. Même la société civile de certains coins où exploitent ces entreprises ne font que des bruits pour intérêt. On a vu des sociétés civiles qui ont commencé soit à soulever des questions, mais quand elles ont été abordées ou reçues par tel ou l'autre responsable de l'entreprise, ou tel meneur a été embauché, et la guerre ou les bruits se sont éteints. La responsabilité sociétale des entreprises, quelque chose qui est nouveau, quelque chose qui est mis et qui n'est pas une obligation. Aujourd'hui, il n'y a pas une loi en RDC qui dit que les sociétés minières doivent mettre en place, même si la RDC a adhéré à la norme ISO 26000, mais ce n'est pas une obligation pour les sociétés. Même le code minier, quand même, ne reconnaît pas que les entreprises qui sont en train d'exploiter doivent tenir compte de l'amélioration des conditions de vie des gens qui sont affectés. C'est écrit, mais il n'y a pas de contrainte. Il n'y a pas de contrainte. Alors, vous parliez de la société, de la responsabilité sociétale des entreprises. Aujourd'hui, nous, société civile, nous considérons que les entreprises minières n'ont pas de responsabilité sociétale des entreprises. Parce qu'il n'y a pas de discussion avec les parties prenantes. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, eux-mêmes,
disent qu'ils font de la responsabilité sociétale. Certaines sociétés aujourd'hui disent on fait de la responsabilité sociétale. Nous, société civile, nous disons non. Vous avez une activité, alors là c'est pareil, il faut entrer dans les détails, vous avez une activité sociale pour votre personnel et vos familles sur vos périmètres miniers, sur vos concessions minières. Quand une société construit une école sur son terrain minier, ce n'est pas du sociétal, ce n'est pas pour l'exploitation, c'est son bien. D'abord, elle triche déjà, parce qu'elle le compte comme avoir fait un don et elle le met dans ses investissements, parce que c'est sur ses terrains. Donc ça, c'est un problème que le service des impôts devrait aller vérifier de temps en temps pour pouvoir peut-être récupérer des recettes fiscales. Donc, il n'y a pas, quand il y a, donc, les entreprises, bien sûr, quand elles achètent des épis, donc les équipements de protection individuelle, etc., voilà. des ballons de foot pour leur équipe de football, etc., tout ça, ils disent que c'est du sociétal. Non, c'est soit du social, qui rentre dans le cadre du code du travail, de la protection des gens, soit c'est du mécénat. Par exemple, quand une société minière dit « nous avons donné des bourses à des enfants pour aller faire des études », ce n'est pas du sociétal, c'est du mécénat. Donc, vous êtes... Donc, les entreprises font du social, oui. On est d'accord, elles font, pas toutes, mais certaines, les grandes, font vraiment du social, elles font du mécénat, elles font des dons, oui. Elles font du marketing publicitaire, etc., mais elles ne font pas de sociétal. Le sociétal, c'est quelque chose. D'abord, le sociétal, il part d'où? Il part du plan de développement durable. Soit du plan de développement durable de la province, c'est un point particulier sur lequel j'essaye de travailler et d'inciter les gouverneurs à comprendre que c'est eux les responsables du plan de développement durable. Un plan de développement durable, c'est 20, 25, 30, 35 ans. Alors bien sûr, un gouverneur va vous dire, mais ouais, moi je suis là pour quelques années. Non, monsieur le gouverneur, vous avez tort. Vous devez préparer, vous avez une responsabilité, c'est vous qui devez préparer les plans de développement durable de votre province. Et l'État, en fonction de ses ressources, d'accord, financières, ou la province, va prendre dans ses projets de développement durable des éléments à sa charge qui sont souvent inscrits dans le plan triennal ou le plan quinquennal. Il est prévu dans le règlement minier, code minier, que les entreprises doivent participer. Mais il n'y a pas de montant, il n'y a pas d'indication. Donc s'ils veulent le donner, il n'y a pas d'éléments vraiment précis pour leur dire. C'est pas limité. Et qu'est-ce qu'on appelle de donner au sociétal? Donc, toute la marge qui reste, 85% des projets, qui va les faire? Et c'est là où, au niveau je dirais, de ce que j'essaye avec les autres membres de certaines organisations de la société civile, on essaye de mettre en place. Qui n'est pas organisée. Justement, à mille têtes, la société civile. Voilà, il faut la réorganiser. Et c'est elle qui va porter les projets de développement ruraux, communautaires, qui va aller chercher les fonds, puisque l'État n'a pas de fonds. Il faut bien que quelqu'un amène de l'argent ou va chercher cet argent pour faire ce développement. La BAD a une série d'une quarantaine de sociétés qu'elle a classifiées et qui sont prêts à apporter de l'argent si on amène des projets. Pour faire des projets, il faut des gens compétents, il faut les former à les faire. Jean-François Armagnien, merci. Merci, puis je profite donc de cette nouvelle année pour souhaiter toute l'émergence, tout le développement du secteur minier et agricole en RDC pour le bien des populations. Meilleurs vœux, bonne année. Merci beaucoup, et aussi nous disons, mesdames, messieurs, que nous allons vous retrouver pour un autre numéro de l'émission Horizon Ressources Naturelles très prochainement. Bonsoir.